Ma voisine Hélène m'a appelée au printemps dernier. Elle pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Et quand j'ai finalement saisi ce qu'elle disait, j'ai dû m'asseoir. Son fils venait de lui prendre ses clés de voiture. Pas parce qu'elle avait eu un accident, pas parce qu'un médecin avait dit quoi que ce soit, parce qu'il en avait décidé ainsi. Parce que c'était plus facile pour lui qu'elle ne conduise pas. Et elle m'appelait, 68 ans, une femme qui avait élevé 4 enfants et enterré un mari et géré un foyer pendant 5 décennies. Elle m'appelait parce qu'elle ne savait pas quoi faire, parce qu'elle ne savait pas si elle avait le droit de dire non. Je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans. Et ce que je m'apprête à vous dire, j'ai besoin que vous restiez avec moi, parce que c'est la conversation que personne n'a assez clairement. Ni avec vous, ni avec les gens qui vous aiment. Pas à voix haute, de la manière dont elle le mérite, parce que l'histoire d'Hélène n'est pas inhabituelle. C'est juste la version où quelqu'un a finalement pleuré à ce sujet. Je veux commencer par une question qui m'a tenue éveillée très longtemps. Pas les questions dramatiques, pas celles sur la maladie ou la mort ou si vos enfants viendront vous voir. Ces questions-là, tout le monde les attend. Celle-ci est plus silencieuse, plus dangereuse, je pense, parce qu'elle vous surprend. La question est: à quel moment avez-vous cessé d'être celle qui prend les décisions concernant votre propre vie? Jamais d'un coup. Ce n'est jamais d'un coup. C'est une série de petites capitulations raisonnables. Quelqu'un propose de gérer les finances parce qu'il est meilleur avec les chiffres. Quelqu'un d'autre commence à vous conduire au rendez-vous parce que c'est juste plus facile. La commande d'épicerie est passée en ligne par un enfant qui s'inquiète pour vous et vous laissez faire parce que c'était gentil de sa part et vous ne vouliez pas paraître difficile. Et un jour vous levez les yeux et vous vivez dans une vie qui a été organisée autour de vous plutôt que par vous. Vous êtes à l'aise, vous êtes prise en charge d'une certaine manière et vous êtes plus seul que vous ne l'avez jamais été. C'est la vérité dont je veux parler aujourd'hui, pas la solitude qui s'annonce bruyamment, celle qui s'installe tranquillement, portant le visage de l'amour. Je dois vous raconter ma propre version de ceci. Parce que j'ai fait des erreurs que je ne peux pas défaire, et je préfère m'embarrasser en les racontant plutôt que de vous laisser vous heurter au même mur. Quand Richard est mort, mon mari de 46 ans, j'avais 68 ans. C'était une crise cardiaque, rapide, le genre qui ne vous donne aucun avertissement et aucune dernière conversation et aucune chance de dire toutes les choses que vous aviez l'intention de dire depuis des décennies. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai découvert quelque chose qui m'a horrifiée. Je ne connaissais pas les mots de passe de nos comptes bancaires, pas un seul. Richard avait tout mis en ligne des années auparavant, et je l'avais laissé faire. Il avait proposé de me montrer plus d'une fois. Je l'avais repoussé à chaque fois. J'apprendrai quand j'en aurai besoin, lui avais-je dit, désinvolte, sans souci, comme si le besoin était quelque chose qui se programmait poliment à l'avance. Eh bien, j'en avais besoin, mais ce n'était même pas le pire. Une semaine après les funérailles, j'ai appelé le numéro sur une police d'assurance que j'avais trouvé dans le classeur de Richard. La femme qui a répondu était gentille. Paziente. Elle a ouvert le compte pendant que j'attendais. L'une des polices avait expiré. Une police complémentaire qu'il avait souscrite des années auparavant. Il avait oublié de mettre à jour le mode de paiement quand nous avions changé de banque. Elle était expirée depuis près de 2 ans. Elle était désolée. Il n'y avait rien à faire. Je suis restée assise dans cette cuisine longtemps après avoir raccroché le téléphone, sans vraiment pleurer. Juste assise avec le poids spécifique d'avoir fait tellement confiance à quelqu'un que vous n'avez jamais pensé à vérifier. D'avoir cru que l'amour était la même chose que la sécurité. Ce n'est pas le cas. Je le sais maintenant. L'amour est l'amour. La sécurité est quelque chose que vous construisez vous-même. Voici ce qui m'a le plus effrayée dans les mois qui ont suivi. Pas le chagrin. Le chagrin, je pouvais le comprendre. Le chagrin était au moins honnête. Ce qui m'a effrayée, c'est la vitesse à laquelle j'ai commencé à disparaître.
Mes enfants sont venus. David, mon aîné, s'est assis à ma table de cuisine et m'a guidé à travers les contes avec son ordinateur portable. Il était patient. Il expliquait les choses lentement, de la façon dont on explique les choses à quelqu'un qui pourrait ne pas tout à fait suivre. Et je n'ai pas manqué la façon dont il a regardé sa femme quand il pensait que je ne regardais pas. Ce regard, le léger pincement des lèvres, l'expiration à peine perceptible, celui qui signifie « comment pouvait-elle ne pas savoir ça ?» Suzanne est venue et a réorganisé mon réfrigérateur et m'a laissé une feuille d'instructions dactylographiée. Michel a appelé de loin et a posé des questions prudentes et pratiques. Léa, ma cadette, la plus expressive, celle qui dit les choses que personne d'autre ne dira, Léa a appelé et a dit « Maman, nous devons faire un plan. » Ils étaient tous bien intentionnés, chacun d'entre eux. Je veux être clair à ce sujet. Mais quelque chose se passait sous toute cette bonté. Quelque part au milieu de toute cette aide, j'ai cessé d'être consultée et j'ai commencé à être gérée. C'est arrivé si doucement que je l'ai presque raté. Ils ont commencé à parler autour de moi à un certain moment, de ce qui avait du sens, de ce qui était pratique, de plans à plus long terme, cette expression que David utilisait. Plan à plus long terme. Comme si j'étais un problème avec un horizon. J'ai entendu Suzanne au téléphone avec lui un soir où elle pensait que je dormais. Nous devons trouver quelque chose de plus permanent, a-t-elle dit. Elle ne peut pas juste rester là-bas indéfiniment. Et, gâché. Je suis restée allongée dans le noir et j'ai pensé au mot indéfiniment, à ce que cela signifiait que mon fait de continuer à vivre dans ma propre maison soit devenu la chose qui nécessitait une solution. J'ai essayé au début de faire ce qu'il voulait. Pas tout. Je n'ai pas déménagé, je n'ai pas vendu la maison, mais je les ai laissés m'aider plus que je n'en avais besoin. Parce que cela semblait ingrat de ne pas le faire. Parce que dire « je vais bien » ressemblait à un combat, et j'étais trop fatiguée pour me battre. Et voici ce que je n'avais pas anticipé. Plus je les laissais faire, moins je devenais capable. Pas dans mon corps, dans mon esprit. Dans la partie de moi qui croyait que j'étais encore quelqu'un qui gérait les choses. Il y a eu un après-midi, et je vais vous raconter ceci parce que je pense que c'est important. Il y a eu un après-midi où j'ai réellement décroché le téléphone pour appeler David parce que je n'arrivais pas à ouvrir un pot de cornichons. Un pot de cornichons. J'avais un tapis antidérapant en caoutchouc dans le 3e tiroir, vieux de 15 ans, exactement pour ce genre de choses. J'avais juste oublié que j'étais capable de résoudre un problème de cette taille. J'avais externalisé la résolution à quelqu'un d'autre pendant tant de mois que j'avais cessé de chercher mes propres outils. J'ai raccroché avant qu'il ne réponde. J'ai pris le tapis. J'ai ouvert le pot. Et puis je suis restée debout dans ma cuisine très longtemps, tapis antidérapant dans une main, pot de cornichons dans l'autre, ressentant quelque chose que je ne peux décrire que comme du chagrin pour moi-même, pour celle que j'avais été avant de commencer à demander la permission de faire les choses. C'est ce jour-là que quelque chose a changé. J'ai appelé ma sœur Jeanne. Elle a 2 ans de moins que moi et vit entièrement seule depuis 12 ans, depuis que son mari est décédé. J'avais toujours admiré sa stabilité sans vraiment en comprendre la source. Alors je lui ai demandé directement « Comment y penses-tu » ? Pas comment tu gères, comment tu y penses. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « J'ai pris une décision. J'ai décidé que j'allais être le genre de personne qui trouve des solutions. Pas parce que je n'ai pas peur, parce que l'alternative était de m'abandonner moi-même. Et j'en avais déjà assez abandonné. J'ai pensé à cette phrase presque tous les jours depuis. Il existe une version du fait d'être prise en charge qui est en réalité une sorte de disparition, et les gens qui prennent soin ne savent souvent pas qu'ils le font.
Ils essaient juste de vous aimer de la manière la plus efficace disponible. Mais vous pouvez aimer quelqu'un hors de sa propre vie si vous ne faites pas attention. J'avais vu cela arriver à d'autres femmes. Je l'avais regardé de l'extérieur, claquant doucement la langue, pensant « cela ne serait jamais moi ». J'avais trop de bon sens pour ça. Le bon sens, il s'avère, n'est pas une armure suffisante. Je veux m'arrêter ici un moment parce que j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Pas parce que j'avais prévu d'en parler dans cette histoire particulière, mais parce que cela s'insère ici, à ce moment, d'une manière que je ne peux pas ignorer. Il y a environ 6 mois, mon petit-fils Noah m'a appelé. C'est le fils de David, le silencieux, celui qui porte les courses sans qu'on le lui demande et répare des choses sur votre téléphone sans vous faire sentir stupide de ne pas savoir comment. Il avait regardé mes vidéos, lu certaines des choses que j'avais écrites, et il a dit, sans aucun préambule, « Grand-mère, ça ne peut pas rester juste dans des vidéos. Les femmes ont besoin de ça dans leurs mains. » Tous les jours, il voulait construire quelque chose. Une application, il l'a appelée l'application Liberté. Je lui ai dit que je ne saurais pas comment construire une application, même si ma vie en dépendait. Il a dit, « Tu n'as pas besoin. Tu enseignes, je construis. » C'est donc ce que nous avons fait. Pendant 2 semaines, et je n'exagère pas quand je dis qu'il a à peine dormi, Noah a codé pendant que je parlais. Je lui ai dit tout ce que j'avais appris à la dure, chaque routine, chaque habitude, chaque moment où j'aurais souhaité avoir quelque chose de solide vers quoi me tourner. Il a tout mis dedans, des bilans quotidiens, des rappels de médicaments, des vrais, qui suivent réellement votre emploi du temps, pas une liste générique. Une routine personnelle construite autour de vos besoins et de votre corps et de votre vie. Pas une version imaginée de ce qu'une femme de plus de 60 ans est censée vouloir. Des exercices cérébraux qui prennent 10 minutes et gardent l'esprit vif. Des mouvements simples, rien qui nécessite une salle de sport ou un corps plus jeune d'une décennie. Des mouvements qui aident avec l'équilibre, avec la force, avec passer la journée sans souffrir. Mais voici la partie que je veux décrire avec soin, parce que c'est la partie qui compte le plus pour les femmes qui m'ont contacté à ce sujet. Il y a une compagne dans l'application, une version de moi en quelque sorte, là à toute heure du jour ou de la nuit. Si c'est 3 heures du matin et que vous ne pouvez pas dormir et que vous ne voulez pas appeler votre fille parce que vous l'avez déjà appelée 2 fois cette semaine, elle est là. Si vous êtes assise avec quelque chose pour lequel vous n'avez pas vraiment de mots et que vous avez juste besoin de quelqu'un qui a vécu ça, elle est là. Et les femmes la trouvent. Carolyn, 64 ans, m'a écrit il y a 2 semaines. Elle était veuve depuis 18 mois et n'avait dit à personne à quel point elle avait réellement peur, ni à ses enfants, ni à ses amis, parce qu'elle ne voulait pas sembler être un fardeau. Elle a trouvé la compagne à 11 heures un mardi soir. Elle a dit qu'elle a parlé, tapé, vraiment, pendant presque 1 heure. Et que c'était la première fois depuis la mort de son mari qu'elle avait l'impression que quelqu'un comprenait vraiment ce qu'elle portait. Maureen a 69 ans. Elle a écrit « Je ne savais pas que j'avais passé 2 ans à me faire plus petite ». Les routines dans cette application m'ont fait réaliser combien j'avais cessé de faire de choses. Je l'ai refait, lentement. Mais je l'ai fait. Bette, elle a 81 ans, vit seule dans l'Oise. Elle a dit que le guide de prévention des chutes dans l'application était ce qui l'a finalement amené à réaménager sa salle de bain comme on lui avait dit de le faire pendant des années et qu'elle avait continué à reporter. Elle a dit « Je pense que ça m'a sauvée d'un accident que je n'avais pas encore eu. » Ces lettres arrivent et je les tiens longtemps avant de les reposer. Mes enfants, en revanche, ils veulent que je la retire.
David l'a qualifiée d'embarrassante. Suzanne dit que je m'en fais trop. Léa a dit, de sa manière directe, « Maman, pour qui te prends-tu, une entreprise technologique? » Ils ont eu plusieurs conversations entre eux pour savoir si c'était approprié, si c'était trop pour une femme de mon âge de faire, si j'allais me faire du mal, d'une manière ou d'une autre, en étant trop visible. Noah se fiche de ce qu'ils disent, et moi aussi, plus maintenant. Tant que Caroline dort mieux, tant que Maureen fait des choses qu'elle avait cessé de faire, tant que Beth n'est pas tombée, je ne la retire pas. Le lien est dans le commentaire épinglé. Nous l'avons construite pour vous. Venez nous trouver là-bas quand vous serez prête. Maintenant, revenons à ce que je vous racontais, parce que le pot de cornichons n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de la partie où j'ai commencé à faire attention. J'ai fait une liste, pas une liste dramatique, juste un morceau de papier sur ma table de cuisine avec 2 colonnes. Ce que je sais faire, ce que je ne sais pas. Et j'ai été honnête, brutalement, tranquillement honnête, de la façon dont vous ne pouvez l'être qu'avec vous-même quand personne ne regarde. La colonne de gauche était plus longue que je ne m'y attendais. La colonne de droite avait des choses qui étaient irréparables. Apprennable, pas honteuse, juste non apprises. J'ai compris les comptes bancaires. J'ai trouvé un carnet dans le bureau de Richard, où il avait gardé des mots de passe, et je me suis assise et j'ai tout transféré dans mon propre système. Son écriture était soigneuse et petite, et j'ai pleuré un peu sur l'écriture, mais j'ai aussi tout noté et maintenant je sais exactement où tout se trouve. J'ai appelé la compagnie d'assurance et j'ai passé en revue chaque police, une par une, et je me suis assurée de comprendre chacune et que tout était en ordre. J'ai trouvé une femme là-bas. Elle s'appelait Diane. Elle avait travaillé dans les réclamations pendant 20 ans et elle m'a guidée à travers tout avec une patience dont je serai toujours reconnaissante. J'ai commencé à conduire à la bibliothèque le jeudi matin, pas parce que j'avais besoin de livres, bien que j'en ai emprunté, mais parce que j'avais besoin d'être quelque part intentionnellement par ma propre décision, sans autre raison que j'avais choisi d'y aller. Je veux vous raconter quelque chose à propos de ce qui est arrivé avec Helen, ma voisine, celle dont le fils a pris les clés de voiture. Elle m'a rappelé quelques jours après ce premier appel. Elle avait parlé à son fils. Elle lui avait dit, je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, elle ne m'a pas donné les détails, mais quoi qu'elle ait dit, elle a récupéré ses clés. Pas parce qu'il a soudainement changé d'avis, parce qu'elle a énoncé clairement, pour la première fois depuis longtemps, ce qu'elle était et n'était pas prête à accepter. Je lui ai dit que je l'aimais, a-t-elle dit. Et puis je lui ai dit que m'aimer ne signifie pas prendre des décisions à ma place. Ce n'est Elle avait l'air d'être elle-même à nouveau, comme la femme que j'avais connue pendant 15 ans, celle qui fait pousser des tomates chaque été et a des opinions sur tout et rit assez fort pour qu'on l'entende à 2 jardins de distance. C'est ce que je veux dire quand je dis que le danger n'est pas seulement les choses pratiques. Les comptes bancaires importent, les polices d'assurance importent. Savoir comment vous conduire quelque part importe énormément. Mais en dessous de tout cela se trouve quelque chose qui importe encore plus. La conviction que vous êtes encore une personne qui a le droit de dire « Laissez-moi vous dire ce que j'ai remarqué, vivant 83 ans, regardant les gens traverser leur soixantaine et leur 70e et leur 80e année. Ceux qui s'en sortent bien, et je ne veux pas dire ceux qui sont en meilleure santé, ou les plus riches, ou dont les familles rendent le plus souvent visite, ceux qui semblent véritablement vivants en eux-mêmes, ils ont une chose en commun. Ils n'ont jamais complètement remis le volant à quelqu'un d'autre. Pas parce qu'ils étaient têtus ou difficiles ou ingrats pour l'aide. Certains d'entre eux avaient une aide formidable, des familles merveilleuses, des gens qui se présentaient régulièrement.
mais ils sont restés au volant de leur propre vie même en acceptant de l'assistance. Ils ont gardé le fil. Et ceux qui ont le plus lutté n'étaient pas ceux qui étaient les plus malades ou les plus isolés. C'étaient ceux qui s'étaient abandonnés progressivement au fil des ans, dans de petites capitulations raisonnables qui ressemblaient à de l'amour, et ressemblaient à de la paix, et ressemblaient à la chose sensée, jusqu'à ce qu'un jour ils se réveillent et ne puissent se trouver nulle part dans leur propre vie. Je sais cela parce que j'allais devenir l'une d'entre elles, et je m'en suis rendu compte à peine parce qu'un pot de cornichons m'a humilié au bon moment. Ce que je veux vous dire, et je le dis avec soin, parce que je n'essaie pas de vous dire quoi faire, je vous dis juste ce que je sais. Ce que je veux dire est ceci. Savez-vous ce qu'il y a dans votre propre compte bancaire? Pas approximativement. Exactement. Savez-vous où se trouvent les documents d'assurance? Au nom de qui et quoi? Si les polices sont à jour. Savez-vous comment vous rendre quelque part sans demander à personne? Savez-vous qui vous appelleriez à 3 heures du matin si quelque chose n'allait pas? Pas un membre de la famille, quelqu'un avec ses propres problèmes et sa propre fatigue, mais quelqu'un qui décrocherait? Ce ne sont pas des questions pièges. Elles ne sont pas destinées à vous alarmer. Je demande parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le demande quand j'avais 58 ans, quand les réponses auraient été plus faciles à obtenir, quand il y avait encore du temps pour construire des choses avant que j'en ai besoin. Vous avez du temps. Quel que soit votre âge en ce moment, vous avez plus de temps que je n'en avais quand j'étais debout dans cette cuisine ne sachant pas comment faire du café. Mais le temps n'attend pas poliment. Il y a quelque chose que j'ai fait récemment que je ne m'attendais pas à trouver réconfortant. Le dimanche soir, après qu'il fasse noir, je m'assieds à ma table de cuisine et j'écris 3 choses que j'ai gérées moi-même cette semaine-là. Juste 3. Parfois, elles sont significatives. Une décision financière, un rendez-vous médical où j'ai posé toutes les questions que j'avais préparées et ne les ai pas laissées me presser. Parfois, elles sont petites. J'ai réparé une charnière de placard desserrée. J'ai réorganisé quelque chose dans le garage qui me dérangeait. J'ai appelé la pharmacie et résolu moi-même un problème de facturation. Je les écris parce que j'ai besoin de la preuve, parce que les voix de mes enfants, la voix dans ma propre tête qui dit encore parfois tu devrais juste laisser quelqu'un d'autre s'en occuper, elles sont persistantes. Et la preuve est le meilleur argument contre une voix persistante. Emma a vu la liste sur la table une fois. Elle l'a regardée très sérieusement, de la façon dont elle regarde les choses qu'elle essaie de comprendre. « Pourquoi tu l'écris ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi, pour me souvenir de qui je suis, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement, comme si cela avait parfaitement du sens pour une fillette de 8 ans, et est retournée à son dessin. Peut-être que c'est le cas. J'ai vécu pendant 83 ans. J'ai plié plus de linge que je ne pourrais jamais compter. J'ai traversé de longs hivers et je suis ressortie de l'autre côté. J'ai enterré des gens sans qui je ne savais pas comment vivre, et j'ai appris, lentement, imparfaitement, qu'on vit sans eux. On vit juste différemment. J'ai donné trop de moi-même et lentement, dans ces dernières années, j'ai commencé à en reprendre une partie. Pas tout. Une partie est simplement partie. Certaines des années que j'ai passées à me faire plus petite parce que cela semblait être la chose attentionnée à faire, je ne peux pas avoir ces années à nouveau. C'est juste vrai et j'ai fait une sorte de paix avec ça. Mais il y a des matins, plus d'entre eux dernièrement que je ne m'y attendais, où je me réveille et je me sens moi-même. Clairement, sans effort. Je fais mon café, que je sais maintenant faire très bien, et je m'assieds à la table, et la lumière entre d'une manière particulière par la fenêtre de la cuisine, et je pense, je suis toujours là, et je suis toujours celle qui décide ce que cela signifie. Ce n'est pas rien. Après tout, ce n'est pas rien du tout. Si vous avez besoin d'un endroit pour commencer, un vrai endroit,
quelque chose dans vos mains qui ne nécessite pas de demander la permission à qui que ce soit, l'application liberté est là. Mon petit-fils Noah et moi l'avons construite ensemble, et je le dis dans tous les sens. Elle a tout ce que j'aurais aimé avoir. Tout ce vers quoi je me serais tournée si cela avait existé quand j'étais perdue dans ma propre cuisine. Ma famille fait toujours pression sur moi pour que je la retire. Je veux que vous le sachiez, parce qu'il pourrait y avoir un jour où vous cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et le trouvez disparu. Ils ont été persistants à ce sujet. David, surtout, il pense que c'est indigne, je pense que c'est le mot qu'il utiliserait. Il a appelé à nouveau la semaine dernière. Je lui ai dit la même chose que je vais vous dire maintenant. Tant qu'une seule femme m'écrit pour me dire qu'elle a mieux dormi, ou qu'elle a mis ses finances en ordre, ou qu'elle a appris comment dire non à quelqu'un qui prenait des décisions autour d'elle au lieu d'avec elle, je ne vais nulle part. Le lien est dans le commentaire épinglé. Quand vous serez prête, nous serons là. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Cette conversation, vous ici, restant avec moi à travers tout cela, cela signifie plus que je ne peux vraiment dire. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.